Dans une serre souterraine abandonnée dans les jardins de Kyoto, Eiko découvrit un carnet de 1927 illustrant des fleurs génétiquement modifiées. L'air humide dégageait un doux parfum de pétales fossilisés, et les établis de travail abritaient des flacons de verre contenant des liquides troubles et des étiquettes en kanji fanées. En feuilletant les pages jaunies, elle remarqua des notes codées à côté de diagrammes d'ADN esquissés à l'encre fanée. Un schéma détaillait les greffes sur les racines, un autre montrait des fleurs aux spores lumineuses. Dans le coin inférieur d'une page, une phrase en latin, « Sikinkaelo, ita intera ». Kai, un jardinier âgé aux gants de coton tachés de terre, indiqua un faux mur derrière un vieux bonsaï. À l'intérieur, des enveloppes scellées contenaient des graines étiquetées du nom de scientifiques disparus après le traité de Versailles, et une carte marquée des sites de culture interdits au Japon impérial. Eiko prit une enveloppe portant le nom du docteur Kuroda et un cachet de lune croissante rouge. Kai expliqua que les fleurs faisaient partie d'un projet abandonné visant à purifier l'âme de la nation, mais sa voix faiblit en mentionnant des expériences avec le rayonnement lunaire. Ce soir-là, Eiko planta une des graines dans un pot de céramique fêlée. Sous la lumière d'une lampe de poche, elle vit des racines pousser en quelques minutes, serpentant comme des veines bleues. À l'aube, les premières pétales apparurent translucides et pulsantes. Kai observa en silence, puis cita un proverbe sur les fleurs qui naissent des cendres. Lorsque la fleur acheva son cycle en 12 heures, Eiko remarqua que son ombre projetait des motifs semblables à ceux de la carte cachée. 2 jours plus tard, un fonctionnaire du ministère de l'Agriculture visita la serre. Il portait une épingle à cravate en or en forme de fleur et demanda des informations sur des activités inhabituelles. Kai esquive la question, mais la nuit, il révéla que les enveloppes contenaient plus que des graines. Ce sont des contrats signés de sang, liant les scientifiques à une société secrète. Eiko insista pour déchiffrer le code du carnet et trouva des références à une formation lunaire visible uniquement du mont Fuji à intervalles de 30 ans. À la veille de la date prévue, ils escaladèrent la montagne sous une épaisse brume. Au sommet, Eiko plaça la carte sur un rocher et aligna les points avec des formations rocheuses lointaines. La lune apparut entre les nuages, révélant des ombres allongées qui formaient un motif identique à celui des pétales de la fleur plantée. Kai murmura quelque chose sur un miroir entre les mondes, tandis qu'Eiko enregistrait tout en vidéo. En reproduisant les images sur son téléphone portable, ils remarquèrent que les ombres enregistrées ne correspondaient pas aux ombres réelles. De retour dans la serre, les fleurs se sont multipliées, couvrant le sol comme un tapis bioluminescent. Eiko réalisa que chaque plante reflétait une phase lunaire différente, même sous une lumière artificielle. Kai suggéra de les détruire, craignant les conséquences, mais elle argumenta que la formation lunaire était un message, pas une menace. Pendant qu'ils discutaient, l'un des anciens flacons sur l'établi explosa, libérant une vapeur argentée qui cristallisait l'air. Le lendemain matin, le ministère bloqua l'accès au jardin. Eiko reçut une lettre anonyme avec un billet de train pour Hokkaido et une photo délavée du docteur Kuroda, à côté d'une serre identique à celle de Kyoto. Kai disparut, ne laissant que ses gants sales sur le bonsaï. Avant de partir, Eiko enterra le carnet et les graines restantes sous un chêne à la limite du jardin, où les racines montraient déjà des veines bleues sous la terre. À Hokkaido, le train s'arrêta dans une gare abandonnée. À l'horizon, une plantation de fleurs brillait sous la neige, formant le même motif que la formation lunaire. Un homme portant une épingle à cravate en or en forme de fleur attendait sur le quai, tenant une enveloppe portant le nom d'Eiko écrit en ancien kanji. Eiko descendit du train à Hokkaido, l'enveloppe pressée contre sa poitrine, le papier épais sentant encore l'huile de moteur et le temps. L'homme à l'épingle à cravate en or avait disparu, ne laissant que des traces de bottes dans la neige qui menaient à la plantation brillante. Chaque fleur était plus grande que celle de Kyoto, avec des pétales translucides comme du verre soufflé, émettant un faible bourdonnement qui faisait vibrer l'air. Elle se dirigea vers le centre du champ, où une serre en verre brisé abritait un laboratoire caché. À l'intérieur, des établis en acier inoxydable soutenaient des centaines de tubes à essai contenant un liquide verdâtre, et un ancien microscope avait une lame marquée échantillon 12B, phase Karen 3. Sur un mur, quelqu'un avait griffonné des équations sur la photosynthèse, et un dessin de la formation vue du mont Fuji se connectait maintenant à des coordonnées à Nagasaki, Osaka et Okinawa. Un journal ouvert sur la table mentionnait des tests sur l'homme et la synchronisation avec le cycle de 186 ans, une date qui coïncidait avec le prochain alignement de la formation. Kenji, un botaniste avec des cicatrices de brûlures sur les mains, émergea de la brume en portant une lampe de poche ultraviolette. « Ce ne sont pas des plantes, dit-il, en pointant le faisceau vers une fleur qui projetait des hologrammes d'équations dans l'air. Ce sont des antennes.
Quelqu'un a essayé d'utiliser le rayonnement lunaire pour communiquer, mais les fleurs ont évolué. Il ouvrit un congélateur. Des dizaines de graines congelées pulsaient au même rythme que le cœur d'Echo. Ce soir-là, alors qu'ils examinaient les registres, la vapeur argentée du flacon de Kyoto se matérialisa en forme vague de visage humain sur les cartes. Kenji expliqua que les scientifiques disparus avaient injecté de l'ADN lunaire dans les fleurs pendant l'occupation américaine, essayant de créer un réseau de surveillance biologique. Mais la Lune a répondu, murmura-t-il, montrant une photo de 1946 où la formation apparaissait clairement dans un lac gelé. À l'aube, Echo remarqua que ses mains commencèrent à briller avec la même luminescence que les fleurs. Kenji confessa avoir planté une des graines dans son bras des années auparavant, fusionnant son système nerveux avec le réseau de fleurs. « Elles veulent nous montrer quelque chose, » dit-il, en pointant le ciel. « La formation n'est pas un symbole. C'est un portail. » Pendant ce temps, 3 figures portant des épingles à cravate en forme de fleurs arrivèrent à la serre, armées de fusils à fléchettes tranquillisantes. Echo courut vers le champ. Les fleurs se refermèrent sur son passage pour bloquer les poursuivants. Kenji resta, lui criant de suivre les racines qui brillaient maintenant sous la neige, traçant un chemin vers la mer. Sur le littoral, Echo trouva une grotte dont les parois étaient recouvertes de mousse bioluminescente identique aux pétales. Au centre, une piscine d'eau salée reflétait la lune, mais sa surface ondulait comme si quelque chose respirait sous elle. Lorsqu'elle plongea, elle vit des milliers de fleurs sous-marines poussant vers la surface, chacune portant une image holographique d'un scientifique disparu. En remontant à la surface, elle trouva un sous-marin abandonné avec le symbole de la société secrète peint sur la proue. À l'intérieur, un compartiment verrouillé exigeait un mot de passe, les coordonnées de la formation lunaire. Echo inséra les chiffres de la carte de Kai, et les portes s'ouvrirent sur une salle avec une seule plante sur un piédestal, ses racines entrelacées à des fils électriques connectés à un satellite au plafond. La fleur s'ouvrit, révélant un noyau cristallin qui projetait l'image de Kai vivant à Nagasaki. « Tu dois choisir, » dit-il, la voix déformée. « Laisser la lune parler ou la faire taire pour toujours. » Echo prit le cristal, sentant la pulsation de toutes les plantes environnantes converger vers son corps. Kenji apparut derrière elle, saignant des oreilles, et murmura « Ils sont là ». À l'extérieur de la grotte, la mer commença à bouillonner. Echo tourna le cristal dans ses mains. Les veines bleues de ses bras pulsaient en synchronisation avec le noyau. Kenji tomba à genoux, les yeux blancs comme ceux d'un cadavre, tandis que les pas des hommes à l'épingle à cravate résonnaient dans le sous-marin. « Ils veulent contrôler le réseau », altatait-il. Mais les plantes, elles voulaient juste communiquer. Kai apparut dans la projection, maintenant plus nette, tenant une enveloppe identique à celle qu'Echo avait reçue. « La formation lunaire est une invitation, » dit-il, la voix plus claire. « Ou un avertissement. » Echo inséra le cristal dans le satellite, et les murs du sous-marin devinrent transparents, révélant la mer pleine de fleurs aquatiques remontant à la surface. Les fleurs formèrent un tunnel lumineux jusqu'à la lune, qui brillait maintenant d'une lumière verdâtre. Les hommes envahirent la salle, mais les plantes de l'extérieur s'enroulèrent autour du sous-marin, scellant les entrées. Kenji rit, du sang coulant sur son cou, et arracha les fils du satellite. « Ce n'est pas un portail, » dit-il. « C'est un miroir. La lune nous montre ce que nous pourrions être. » Une explosion secoua le sous-marin. Echo courut vers la salle d'entrée, le cristal à la main, tandis que Kenji affrontait les hommes. Sur la plage, elle vit Kai courir vers elle, vivant, suivi de figures en uniforme de l'armée impériale. « Détruisez le satellite !» cria-t-il. « Ils vont utiliser les plantes comme armes. » Echo hésita, se souvenant des fleurs de Kyoto, de la façon dont leurs ombres racontaient des histoires différentes selon la lumière. À la dernière seconde, avant que Kai ne l'atteigne, elle jeta le cristal dans la piscine souterraine. L'eau bouillonna, et une lumière blanche enveloppa tout. Lorsque la clarté diminua, le sous-marin et les hommes avaient disparu, ne laissant que du sable et des coquillages brillants. Kai, maintenant avec des cicatrices identiques à celles de Kenji, expliqua que la lune avait envoyé un message simple. « Sikinkaelo, Ita Intera » comme au ciel, ainsi sur terre. Des années plus tard, dans un jardin public de Nagasaki, Echo observa des enfants jouer près de parterres de fleurs ordinaires. Ses mains brillaient encore légèrement dans l'obscurité. La nuit, lorsque la pleine lune apparaissait, elle voyait parfois des ombres qui n'étaient pas là, formant des motifs familiers. Kai ne réapparut plus jamais, mais des lettres anonymes arrivèrent avec des cachets de Hokkaido, Okinawa et même Berlin.
Chacune contenait une graine et une phrase en latin. Dans la dernière lettre, une carte du système solaire avec la Lune marquée comme nœud central. Echo planta la graine dans un pot, et lorsque la première fleur apparut, elle sut que la formation n'avait jamais été un mystère à résoudre, mais une conversation à poursuivre.